Salut, c'est Wassim et bienvenue à vous dans le 24e numéro d'Afterlife Labs. Dans celui-ci, je vais utiliser le cas de McDonald's pour mettre en lumière un problème qui est commun à beaucoup d'autres grandes entreprises cotées et qui pour moi est une tendance financière de fond. Alors juste avant de commencer, un petit message pour ceux qui m'écoutent en podcast. Le présent épisode s'apprécie beaucoup mieux en vidéo sur YouTube qu'en pur audio. Pourquoi ? Parce que je vais vous projeter énormément de graphiques et que je vais les commenter. Et donc l'expérience sera bien meilleure en vidéo. Et justement, pour commencer, voici le graphique du chiffre d'affaires de McDonald's depuis 2013. Et ce qui est très frappant, c'est que ce chiffre d'affaires est en constante baisse depuis 2013. En 2013, on était à 28 milliards par an, donc. En 2016, 24,6 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2019, on est descendu à 21 milliards. En ce qui concerne 2020, on a quelques estimations. Elles sont entre 13 et 17 milliards seulement. Et bien évidemment, le coronavirus y est pour quelque chose. Pourtant, si on regarde l'évolution du prix de l'action McDonald's, elle n'a cessé de prendre de la valeur. En 2015, on était aux alentours des 100 $ l'action. Et au moment où je vous parle, on est à 185 $ par action, et ce même alors que le chiffre d'affaires du groupe n'a cessé de baisser. Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette situation. Il y a d'abord la nouvelle stratégie de refranchisation de McDonald's. McDonald's gère de moins en moins de restaurants qu'auparavant, et génère par là moins de revenus. De plus, même si son chiffre d'affaires baisse, McDonald's a en fait continuellement amélioré ses marges au fil des années, jusqu'à atteindre une marge nette de plus de 28%. Pour la petite anecdote, le coût du McFlurry vient de passer en France à 4 €, alors que son coût de fabrication est estimé à 34 centimes. Là, on est sur un beau jackpot. Mais en parallèle de cela, il y a un autre facteur qui est très important, qui est crucial et qui porte l'action McDonald's. J'en ai apporté un début de réponse dans AL015, lorsque je me demandais s'il fallait sauver ou non les banques et les compagnies aériennes en difficulté. Si vous vous en souvenez, Delta, American, United et Southwest ont consacré plus de 90% de leur flux de trésorerie disponible à des rachats d'actions au cours des 10 dernières années. Et ils n'ont quasiment rien mis de côté pour faire face à une éventuelle crise et se sont retrouvés complètement à nu lorsque la crise sanitaire est survenue. Sans surprise, McDonald's a fait exactement la même chose. Le groupe rachète des milliards de dollars de ses propres actions sur les marchés depuis des années. Le groupe parvient ainsi à continuer à faire monter son cours tout en gâtant ses actionnaires. Voici les volumes de rachat d'actions de McDonald's depuis 2013. En 2013, on était à 1,8 milliard. En 2016, on est monté, c'était une année record à 11,2 milliards. Et l'an dernier, en 2019, on était à 5 milliards. Au total, ce sont plus de 35 milliards qui ont été alloués à des opérations de rachat d'actions en 7 ans. Et voici le montant des dividendes par action depuis 2013. On remarque que les rendements n'ont cessé d'augmenter au fil des années. En 2013, on était sur du 3 $ de rendement de dividendes par action. En 2016, on est monté à 3,6 $ par action. Et en 2019, encore une fois une année record, 4,7 $ par action. Et du coup, on peut se demander comment est-ce possible ? Eh bien, grâce à la dette. McDonald's emprunte sur les marchés la majorité de l'argent nécessaire à ses opérations de buyback et de paiement de dividendes. Et ça se traduit par ses encours de crédit qui sont en constante augmentation. Voici le graphique de la dette à long terme de la société depuis 2013. En 2013, 14,1 milliards de dette à long terme. En 2016, on est monté à 25,9 milliards. Et en 2019, année record encore une fois, 46,9 milliards de dette à long terme. On parle souvent de tendances sur Afterlife Labs, où on essaie de décrypter celles qui ont le plus d'influence sur notre monde. Eh bien, je pense que la tendance des rachats d'actions est une tendance de fond, alimentée par la Fed. En fait, aujourd'hui, l'argent ne coûte presque plus rien aux États-Unis. Il est quasiment gratuit. Voici les taux d'intérêt américains depuis 2013. En ce moment, on se situe aux alentours des 0,25%. Ces taux directeurs sont fixés par la Réserve fédérale. C'est communément appelé la Fed. La Fed a été créée en 1913 et elle décide notamment de la politique monétaire des États-Unis. Et elle a un double objectif. D'une part, il faut qu'elle garantisse la stabilité des prix et d'autre part, il faut qu'elle assure le plein emploi. Et le graphique que vous voyez en ce moment représente le principal taux directeur de la Réserve fédérale. C'est le taux de refinancement minimum qui permet aux établissements bancaires de se refinancer auprès de la Banque centrale. Dans une situation de taux faible, les banques peuvent se refinancer à des coûts avantageux et ainsi proposer des crédits à des taux bas, ce qui stimule l'économie par abondance de liquidités. Et à l'opposé, une situation de taux élevé a l'effet contraire et est utilisée généralement pour ralentir une activité économique en surchauffe
ou alors pour contrer l'inflation. Donc, si on résume, plus le taux d'emprunt de la Fed est bas, comme il est en ce moment, et moins il coûte aux sociétés d'emprunter sur les marchés. Et elles utilisent ensuite ce capital pour racheter leurs propres actions et distribuer de généreux dividendes. Alors, si on se demande qui bénéficie de ce système, personnellement, je vois 3 grands gagnants. Le premier, c'est les politiques qui peuvent crier haut et fort que l'économie est en excellente santé. Deuxièmement, il y a les cadres dirigeants qui vont gagner de gros bonus à la fin de l'année. Et enfin, il y a les actionnaires grâce aux dividendes perçus et grâce à l'appréciation générale des cours. C'est ainsi qu'on se rend compte que le tout tient en fait sur un château de cartes et ne peut se poursuivre ad vitam aeternam. En 2019, on commençait déjà à sentir un peu la méfiance des investisseurs pointer le bout du nez. Les entreprises américaines trop endettées décrochaient des prêts avec un peu plus de difficultés. Mais cette situation n'a pas duré longtemps. Et puis, le SARS-CoV-2 est apparu et a tout bousculé. La Fed a fait savoir qu'elle était prête à tout pour soutenir l'économie et les marchés. Elle a commencé à acheter des obligations d'entreprise au travers du Secondary Market Corporate Credit Facility. En d'autres termes, la Fed a pris le relais dans le maintien des cours boursiers. Aujourd'hui, la majeure partie de la demande en actions provient des entreprises elles-mêmes qui rachètent leurs propres actions. Donc la différence avec l'an dernier, c'est que ces entreprises sont maintenant directement financées par la Fed. Voici un diagramme de la demande des actions américaines en 2019. Les opérations de buyback représentent près de 40% de la demande. Ensuite, on a les fonds de pension, on a les investisseurs étrangers, les fonds communs de placement, et la plus faible demande vient en fait des ménages. Même le mastodonte Apple, qui est pourtant en possession de montagnes de cash, ne se prive pas d'emprunter sur les marchés tellement le coût de l'argent est faible. Au total, depuis 2018, Apple a dépensé plus de 200 milliards de dollars en rachat d'actions et en dividendes. En offrant à Apple des liquidités incroyablement bon marché pour alimenter ses rachats d'actions, la Fed a donc indirectement acheté des actions d'Apple, faisant gonfler le prix de l'action Apple, et ce, même si Apple est déjà une entreprise très prospère. Les marchés ne sont pas si libres que ça, et la dette se voit détournée à d'autres fins que des investissements pour améliorer l'activité économique de l'entreprise. Alors, to buy back or not? Si on se penche sur le sujet des buybacks, il faut savoir qu'avec le cash à leur disposition, les entreprises peuvent faire plusieurs choses. Elles peuvent investir en recherche et développement, elles peuvent acheter du nouvel équipement et des technologies, elles peuvent acquérir d'autres entreprises, elles peuvent améliorer les conditions de travail, ou alors elles peuvent retourner l'argent à leurs actionnaires. Et si elles souhaitent distribuer une partie de ce cash à leurs actionnaires, les entreprises peuvent soit leur verser des dividendes, soit racheter leurs propres actions sur les marchés. Et ces opérations de rachat, de buyback, elles ont de nombreux avantages. Elles permettent par exemple d'être moins taxées par rapport aux dividendes qui sont considérés comme un revenu. Et puis elles envoient également un signal fort au marché que l'entreprise en question est confiante quant à sa future performance. Et qu'elle considère même que le prix actuel de son cours est sous-évalué, ce qui explique ces rachats. Enfin, une entreprise mature qui domine son marché peut utiliser ces opérations pour réduire son coût du capital lorsqu'elle voit moins de perspectives de croissance. En d'autres termes, si elle n'a pas besoin d'autant de liquidités, comme c'est le cas parfois pour des blue chip companies, elle peut les utiliser pour consolider sa position et s'affranchir d'une partie de ses actionnaires. Mais tout ça, c'est en théorie. En pratique, les buybacks sont devenus un outil d'ingénierie financière. Les buybacks peuvent même servir à couvrir de mauvais résultats, en faisant s'envoler un cours boursier malgré des annonces négatives. After the Trump tax cuts passed, billions upon billions of dollars have been used for shareholder buybacks in large public companies across the United States. And in the speech that I gave, I showed that those buybacks are accompanied by, at the same time the company buys back shares, the executive sells into the buyback. Ces opérations sont aussi devenues une aubaine pour les cadres dirigeants, bien plus que pour les actionnaires. Car ceux-ci se mettent à vendre leurs propres actions dès l'annonce d'un buyback. Ils bénéficient ainsi du pump provoqué par cette annonce. Or, si ces dirigeants envoient le signal qu'ils croient dur comme fer en l'avenir de leur société, pourquoi vendent-ils leurs actifs à ce même moment? Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, un débat a été lancé pour interdire aux cadres dirigeants de vendre leurs actions dans la foulée de l'annonce d'un rachat d'actions. Et d'autres idées sont aussi en train d'être étudiées. La droite voudrait par exemple empêcher les rachats massifs et trop importants, et la gauche veut permettre d'effectuer des rachats
que lorsque le salaire minimum au sein de l'entreprise est à 15 $ par heure. En gros, c'est une manière de cadrer et de réordonner les priorités. Mais que se passerait-il si la Fed cessait d'acheter la dette des entreprises, ou si elle décidait d'augmenter les taux d'intérêt? Eh bien, les entreprises seraient alors obligées de ralentir leur rachat d'actions. Et les dividendes par action diminueraient aussi. Les actions deviendraient alors moins attrayantes, en plus d'être moins soutenues artificiellement. Suivant ce scénario, leur valeur devrait logiquement s'écrouler. En attendant, les prix grimpent toujours plus haut. Si vous détenez des actions américaines en ce moment, c'est comme si la Fed vous rinçait. Mais pour combien de temps encore? L'histoire des marchés nous montre que ceux-ci finissent toujours par s'affranchir du contrôle des gouvernements et que cela se termine souvent dans les larmes et dans le sang. Generally speaking, I'm restrained in my enthusiasm for politicians telling corporations what they should do. But I will say this, when it was a very good idea for companies to buy back their stock, they didn't do very much. And when the stocks got so high priced that it's frequently a bad idea, they're doing a lot. Welcome to adult life. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter sur afterlifelabs.co. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour le 25e numéro. Ciao!